Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous propose Les foudres du mensonge, quand le passé ressurgit, avec Pierrick Bailly et Colombe Schneck, animé par Salomé Kiner et enregistré le dimanche 3 septembre au Grenier bernois. Bonjour. Bienvenue, merci d'être ici, merci d'être aussi nombreux, c'est un plaisir. On va poursuivre cette table ronde sous le titre « Les foudres du mensonge, quand le passé ressurgit ». On dirait un titre d'épisode dans une série qu'on n'a pas envie de lâcher, et c'est un peu le cas. Mensonge au paradis, Colombe Schneck est le 15e ouvrage. Et ouais, ça va vite, hein. Il y en a qui ne sont pas des vrais livres. Hein. En tout cas, tel que cité par votre éditeur. Donc 15e ouvrage d'une œuvre largement consacrée à votre histoire familiale. On peut dire que c'est encore le cas ici, puisque le couple Aman, dit Aman, chez qui vous avez passé toutes les vacances de votre enfance, était pour vous comme une deuxième famille. C'est comme ça que vous la présentez au début du livre. Elle l'était d'autant plus que l'ambiance conviviale de leur chalet des Alpes vaudoises vous permettait de trouver un contrepoint assez idéal à la vie parisienne et assez réservée que vous meniez avec vos parents, réservée d'un point de vue affectif. Mais au moment d'écrire ce livre, vous découvrez que derrière le vernis idyllique de la vie que vous meniez dans ce chalet, la réalité est beaucoup plus amère. Alors Pierrick Bailly, bonjour. La foudre, on l'attendait et elle a frappé 2 ans après le roman de Jim. C'est votre 7e roman. Julien est berger. Il passe la saison d'alpage dans le Haut-Jura et c'est là qu'il apprend, avec quelques semaines ou mois de retard, qu'un ancien camarade de classe, Alexandre, est accusé d'avoir tué un chasseur à coups de planche. Nadia, d'un coup de planche d'ailleurs, pas à coup de planche. Nadia, la femme d'Alexandre, est réfugiée en Suisse, juste derrière, là, dans la vallée de Joux, avec leurs 2 enfants. La nouvelle de ce meurtre va bouleverser progressivement la vie de Julien. Alors, la première question que je vais vous poser à tous les deux, c'est le choix de la première personne, la narration homodiégétique, pour dire un mot barbare. Pourquoi est-ce que le choix du jeu, et qui est ce jeu ? Tu veux commencer ? Non, ok. Les livres que j'écris, les romans que j'écris, c'est bien des romans. Le matériel est très autobiographique, familial, comme vous l'avez dit. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que dès que j'écris, je transforme, j'invente, je tords les faits, je les essore même, je mange, j'invente, j'imagine. Il s'agit bien d'un roman, et selon les livres, le dernier qui s'appelait Deux petites bourgeoises, qui était aussi un livre autobiographique, j'ai choisi, ça fonctionnait mieux, je l'ai écrit d'abord à la première personne et je me suis rendu compte que c'était plus intéressant, ça me permettait d'inventer davantage si je l'écrivais à la 3e personne. Là, le jeu, je l'ai gardé. Je commence par jeu parce que c'est plus facile, tout simplement, quand j'écris. Voilà, je suis le personnage et je pars à l'aventure et je vais voir ce qui va se passer au cours de l'écriture de ce livre. Et là, ça a fonctionné, donc j'ai gardé ce jeu. Je dirais, tout simplement, c'est parce que c'est plus facile. C'est déjà tellement difficile d'écrire un livre, donc je ne cherche pas une difficulté supplémentaire. Et le jeu a fonctionné, je crois. C'est un peu une question rhétorique pour vous, Pierrick ? C'est vrai que ce livre est un roman. Et il y a quelques années, j'ai écrit un récit. C'était la première fois que je faisais ça. Comme Colombe en a écrit beaucoup. Où je parlais de mon père, de sa mort, et j'en parlais à la première personne. Et je crois que dans certains livres que j'écris ensuite, j'ai cherché à retrouver le ton que j'avais réussi à obtenir dans L'Homme des Bois, et le livre sur mon père. Et pourtant, ça peut sembler un peu malhonnête d'essayer d'écrire un roman comme j'avais écrit un récit. Et j'ai essayé de trouver il m'a semblé pourtant que c'était
c'était comme ça que je devais m'y prendre maintenant pour continuer à écrire, même si c'est de la fiction. Parce que je voulais être... déjà, assez basiquement, je crée des narrateurs qui sont proches de moi, qui d'ailleurs grandissent et vieillissent avec moi. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'ai écrit un livre sur une histoire de jeune père au moment où mes enfants étaient petits. Et là, c'est l'histoire d'un quadragénaire, d'un jeune quadragénaire, ce qui est mon cas. Et voilà, mais il y avait vraiment aussi cette question du ton que j'avais réussi à toucher et que j'ai ensuite reperdu. Après le livre sur mon père, j'ai fait un autre livre dans lequel j'ai pas réussi à retrouver ce ton que j'avais réussi que j'avais obtenu, que j'avais... Je laisse la phrase. C'est très bien, non mais... C'est bien aussi de laisser la place au... C'est comme dans les livres, on dit souvent, ou dans le cinéma, il faut laisser la place au spectateur ou au lecteur. Et je pense que c'est important de laisser la place à l'auditeur dans le cadre des rencontres. C'est pour ça que de temps en temps, peut-être que certaines phrases n'iront pas au bout. Mais ne le prenez pas comme une limite de la part de votre interlocuteur. Terminez-les, hein, si au vous contraire, avez mieux à dire. C'est une offrande que... On la prend. On avait fait une rencontre ici avec Jean Rollin aussi, qui est très fort à ça, à laisser les phrases en suspens pour que le public les... C'est l'école POL, en fait, on est... Comment est-ce que du coup Colombe, vous précisez, je trouve ça très intéressant que vous écrivez des romans, du coup, comment est-ce que vous écartez ou comment est-ce que vous placez une différence entre ces narratrices, ces jeux différents? Et je vous poserai aussi la question, puisque c'est vrai qu'on avait quitté à regret Émeric, le narrateur du roman de Jim, et dans le ton, dans certains traits de caractère, quand on commence La Foudre, on cherche Émeric en Julien, un petit peu. Oui, moi, quand je lis les romans de Pierrick, je lis Pierrick. Je suspends, comme on dit très bien, je suspends ma crédulité et je pense que c'est Pierrick qui me raconte sa vie, son histoire. Enfin, je n'ai aucun doute que Pierrick a eu un ami qui a tué, que Pierrick a eu une histoire d'amour, enfin, que Pierrick a failli adopter un enfant. Livre après livre, quand je lis Pierrick, je lis la vie de Pierrick. Après, je le referme et je me dis, bon, en fait, non, c'est un roman, mais j'aime bien le croire quand je lis. Et quand j'écris, à chaque fois, chaque livre m'impose d'une certaine façon une méthode ou un besoin ou une nécessité d'inventer plus ou moins. Il y a des livres où j'ai très peu inventé, où j'ai le sentiment d'avoir très peu inventé. Je pense à Terence Ducrot, mais en le relisant aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans une fiction dans cette histoire. Je racontais une fiction en fait. Encore une fois, c'est le livre qui impose ce que je vais inventer ou pas. Dans Mon songe en paradis, quand je l'ai terminé, j'ai eu le sentiment d'être jamais allé aussi loin dans la vérité de ce que je disais de moi. Mais peut-être dans quelques années, je reviendrai ici et je me rendrai compte que j'étais dans une espèce d'illusion, que je fais une fiction de ma vie, j'invente ou je reprends ce qui m'arrange en fait. Parce que ce qui m'arrange, c'est que ça se termine bien. Pour le personnage principal qui est derrière moi. Mais il y a des moments où il faut vraiment... j'ai pas le choix, je dois inventer parce que je ne sais pas. Où mes souvenirs, de toute façon, sont tellement transformés, faux, où je les ai tellement oubliés. Et donc, j'invente. Et j'ai un grand plaisir à inventer. Je trouve ça très agréable. Et puis souvent j'invente et puis je me rends compte qu'en fait non, ce que je dis est vrai. Enfin voilà, mais à chaque livre la part elle aussi d'une phrase à l'autre en fait entre ce qui est j'invente et ce que je n'invente pas. Il a son propre micro. Mais ce qui est bien, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres de Colombe et en lisant Mensonge au paradis, j'ai vécu une expérience assez particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais pas référence précisément au livre, mais tu viens contredire des choses que tu as dites dans d'autres livres. Et moi, c'était des choses qui m'avaient marqué. Et par exemple, dans un de tes livres, tu parles de tes parents et tu fais état, je vais faire simple, et puis c'est sans doute un peu, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais d'une enfance assez idyllique avec des parents très aimants, très présents et tout ça. Et où tu dis même, et ça m'avait marqué, que peut-être que tu t'es jamais disputé avec ton père.
Et en lisant ça, ayant des enfants, je trouvais ça très culpabilisant. J'étais admiratif parce que en soi c'est beau. Et puis je me disais, et d'ailleurs, je l'ai même fait lire autour de moi, et c'est quelque chose dont je parlais dans le cadre privé, intime. Il existe des familles où on se dispute pas, où les enfants n'ont pas de conflit avec les parents. Et puis, 2-3 ans après, je lis Mensonge au paradis, dans lequel elle dit, mais finalement, j'ai longtemps cru qu'avec mes parents, j'avais vécu une adolescence assez... Et je me rends compte que c'était pas ça, que je me leurrais, et que c'est bien plus compliqué que ça. Tu développes pas tant que ça dans ce livre-là? Si je ris, je ris de ma naïveté. Voilà, passé. Effectivement, mes parents, j'ai mis des années à l'accepter, vivaient dans un autre monde, dans leur passé. Effectivement, la dispute n'était pas possible parce que de ma part, je sentais que chez mes parents, il y avait une telle souffrance que je n'allais pas aggraver leur souffrance en étant une petite fille passage. Donc sur toutes les photos, j'ai un immense sourire, tout va bien, c'est génial la vie. Et effectivement, leur faire des reproches me paraissait impensable. Aujourd'hui qu'ils sont morts, je peux leur en faire, c'est plus facile. Ils vont pas et je vois bien qu'il y a un truc qui clochait, quoi. Qu'il y avait quelque chose qui était encore une fois de l'ordre de la fiction, que c'était pas réel et qu'une relation parent-enfant normale, disons, on s'engueule, ça va pas. Non, mais réel en tout cas, qui sont vrais. C'est pas grave d'être naïf, mais c'est beau de pouvoir en rire et de pouvoir en parler. Et c'est ça qui est bien dans tes livres, et sur plein d'autres questions, pas que sur les relations familiales, même sur la question sociale. T'es très honnête et c'est très intéressant, même quand c'est des choses qu'on n'a pas vécues, dans De Petites Bourgeoises, où tu parles justement de réflexes de classe que tu avais. Dans les livres, on parle toujours de nos réflexes de classe quand on est du côté des pauvres et qu'on subit la domination. Et toi, à certains moments, tu fais état de réflexes de dominant. Oui, et tu l'assumes. Je trouve ça très important de parler de... Oui, c'est vrai que l'argent était un sujet absent dans la littérature. En tout cas, c'est absent tant que... quand on en a. Voilà. Quand on appartient à cette classe... onique, la classe bourgeoise. Hier, on a chanté les bourgeois, c'est comme les cochons. Bon, personne ne va dire je suis un bourgeois ou une bourgeoise. On va le dire quand on l'a rejeté, voilà, quand on a rejeté ce modèle. Mais ça reste toujours quelque chose qui est... Et je me souviens qu'une discussion qu'on avait eue ensemble, qui m'avait frappée, tu m'avais dit, mais avant tout, je pensais que les riches, c'était un espèce de groupe homogène... à ce point quand même. Mais quand je lis, par exemple, on n'est pas ou quand je lis Annie Ernaux, je sens une très grande proximité, bizarrement. Enfin, quand elle parle de la honte de ses parents, de la tache d'urine sur la chemise de nuit de sa mère, par exemple, je pense à ma grand-mère. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'elle parle d'un autre monde. La honte de ses parents, de ses grands-parents, le sentiment de division, de s'éloigner, de trahir sa famille. Je pense que toutes les choses qu'on peut... Oui. Je profite de la petite... je fais une percée, pardon, c'est mon travail, je vais recadrer, mais Aymeric et Julien, vous avez essayé de vous échapper de la question, mais on va... Non, mais ça va. En fait, c'est dans la continuité de la première question, du jeu et de ce ton. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je fais un peu comme au cinéma, on parle de cette méthode qu'on appelle l'acteur studio, c'est-à-dire que oui, il y a une intrigue, il y a une histoire que je n'ai pas vécue, mais dans chaque situation, je le fais même un peu automatiquement, je me mets à la place des personnages et je me demande comment moi je réagirais tout bêtement. Pour tous les personnages, pas que pour le narrateur, peut-être avant tout pour le narrateur, mais même pour les autres, c'est ce qui permet peut-être le fait que chaque personnage a sa complexité, quoi. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que chaque personnage ait une vraie humanité et ne soit pas réduit à une typologie. Et donc, oui, il y a cette question qui est un peu toute bête de l'émotion que ressentent
les personnages face à une situation. Et comme je me projette pas dans la tête j'essaie pas de me projeter dans la tête des autres, j'essaie de voir ce qu'il pourrait y avoir en commun entre cette figure de fiction et moi. C'est à partir de ça que j'écris, à partir de ces choses qu'on peut partager, quoi. Alors, il y a une question sur laquelle on peut vraiment créer des parallèles très forts entre vos deux livres. C'est les personnages de Karl et de John, qui sont un petit peu les patriarches, le grand-père, dans votre cas, Pierrick, et le chef le père de cette deuxième famille, dans votre cas. Dans quelle mesure, déjà, est-ce que vous pouvez nous les raconter un petit peu ? On va commencer par là. Je commence par Karl. Karl, si je pense à mon père fait 1m60, il n'a jamais fait de sport de sa vie. Karl est le contraire. Karl, c'est un corps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un très très sportif qui à la fois fait du ski, de la course à pied, du vélo, du hockey sur glace, qui vient d'une famille de 10 enfants, de métier d'un petit village suisse. Il n'a pas fait d'études, il devient professeur de ski, et puis avec sa femme, Anne-Marie, qui servent dans un café, ils ouvrent ce home d'enfance, c'est-à-dire qu'ils décident d'accueillir des enfants pour toutes les vacances scolaires. C'est une tradition, voilà, de cette vallée du canton de Vaud. C'est quelqu'un de très affectueux. Je me souviens d'une petite fille qui m'a raconté qu'il frottait il n'était pas bien rasé, il frottait sa joue contre sa cuisse. Alors ça peut paraître étrange de faire ça, mais elle a un souvenir merveilleux de cet homme qui frottait sa joue contre sa cuisse. C'était quelqu'un qui pouvait être assez violent verbalement, en tout cas avec son fils, qui avait des règles très strictes sur ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Par exemple, il n'était pas question qu'on dorme la fenêtre fermée, il y a une tempête dehors, on devait dormir la fenêtre ouverte. On marchait en montagne, il n'était pas question de s'arrêter. Je me souviens qu'il nous répétait, il ne faut pas s'arrêter, ça coupe les jambes. Et donc je me souviens qu'on marchait mais des kilomètres en montagne. Il s'est resté ancré en moi, on ne s'arrêtait pas. C'est quelqu'un qui m'a appris à boire de l'eau dans un... Vous savez, sur les chemins de montagne, il y a des... On appelle ça comme des bassines, vous savez, où les vaches, et à boire avec sa main, comme ça, et puis qui parlait aux sapins, qui s'adressait à eux, qui disait, toi mon petit, t'es bien, lui il va te laisser grandir, et moi mon grand, tu vas pas faire de bombe à ce petit sapin parce qu'il a besoin de... Enfin, voilà, il s'adressait aux arbres, il nous faisait admirer, je me souviens que les chamois et les aigles, dès qu'il y avait un aigle, tout le monde devait s'arrêter, le regarder, il nous disait, mais les aigles nous sont bien supérieurs, ils nous sauveront tous. Et moi j'aimais Karl, quoi. Et puis il avait surtout une attention à chaque enfant. J'ai retrouvé des vidéos, on faisait beaucoup de jeux, de courses en sac, etc. Il organisait des Jeux Olympiques tout le temps. Et on était toujours en compétition. Et à la fin, il s'adresse à on était une vingtaine d'enfants, à chaque enfant, il s'adresse à chacun, son prénom, est-ce que tu as fait voilà, c'est Karl. À quelqu'un à qui je dois... On va lire un extrait un peu sur ce que vous lui devez. On va juste parler de John. Lui aussi, il avait un rapport aux animaux particulier. Oui, il ressemble assez à Karl. C'est quelqu'un qui connaît très bien la montagne. En fait, c'est le grand-père du narrateur. Et Julien a grandi auprès de lui et lui doit beaucoup. Ensemble, ils ont parcouru les forêts des Monts Jura où se passe le livre. Et Julien a été initié à ces forêts et à tout ce qui les peuple en termes de faune, de flore par son grand-père, qui était un homme à fort caractère, aussi une force de la nature. T'évoquais le fait de boire. John interdisait à Julien de boire ne serait-ce qu'à la gourde tant qu'ils n'étaient pas arrivés au sommet. Mais c'était pas tant un interdit que sa façon de faire à lui, et il pensait pas forcément à mal en fonctionnant comme ça avec son petit-fils.
Et à travers, en tout cas, la figure du grand-père dans le bouquin, c'était aussi une manière pour moi de parler des anciens paysans qui ont occupé les premières fermes, qui sont que des fermes solitaires sur la haute chaîne du Jura, et qui étaient parfois les premiers bergers à travailler là-bas, puisque Julien, le narrateur, devient berger. Et d'évoquer en fait toute une centaine d'années de vie de cette vallée où se passe aussi le livre, la vallée de la Valserine, qui est dans le prolongement de la vallée de Joux en Suisse, et si on continue en descendant, on passe la frontière et on arrive dans la vallée de la Valserine. Et de parler aussi de ces personnes qui vivaient dans une extrême pauvreté, qui étaient paysans l'été et lapidaires l'hiver, c'est-à-dire qui polissaient les pierres précieuses pour les horlogers genevois. Et il y a un vrai lien de transmission entre John et Julien, à tel point que Julien se fait appeler John par les gens de la vallée. Qu'est-ce qu'il a pris de son grand-père? Parce qu'il y a aussi des choses qu'il va rejeter, mais qu'est-ce qu'il a pris? Au départ, il voulait tout lui prendre, parce qu'il voulait, il essayait de l'imiter dans son comportement, dans son discours. Et il lui a pris, il a essayé de lui prendre son charisme. Je ne suis pas sûr qu'il y soit bien arrivé, mais il a essayé de lui prendre quelque chose de l'ordre de la virilité. En fait, John, il incarne une figure masculine un peu, peut-être du passé, un peu classique, un peu typique, et un rapport assez instinctif au monde. Là où ensuite il va faire une autre rencontre décisive dans sa vie, qui sera un autre modèle, on en reparlera sans doute, en la figure d'Alexandre, et Alexandre, lui, a un rapport beaucoup plus intellectuel au monde et plus sensible. Et je dirais aussi que John transmet à Julien, c'est la beauté de la montagne. Je trouve que quand tu écris sur la montagne, tout d'un coup, ton écriture s'émerveille. Et ça oui, et vient, pourtant, il a un rapport. Pourtant, John, le grand-père, a quand même un rapport très physique, très concret à la montagne. Pas un rapport de contemplation, mais il a un rapport pratique, un rapport fonctionnel, en fait. Je fais souvent une distinction entre le pays et le paysage. Lui, il est du côté du pays parce que c'est un paysan. Et il n'est pas dans la contemplation du paysage pour s'en émerveiller. Il est plutôt parce qu'il a travaillé là. Et c'est vrai que c'est un livre qui parle de ces gens, que ce soit pour John ou pour Julien, qui habitent la montagne au quotidien, qui l'éprouvent, voilà. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'importe, qui est présent dans tous mes livres. Ouais. Mais tu parles d'un sentiment qu'il y a aussi de l'admiration. Moi, je vois chez Karl, il y avait aussi de l'admiration. Par exemple, on n'avait pas le droit de cueillir les fleurs. C'est vrai. Voilà, on admirait le chamois, il fallait admirer le chamois, il fallait. Et puis il y avait aussi une part aussi. Pourtant, c'était un paysan. Voilà, il avait grandi dans un. Il y avait aussi une part de contes, des légendes qui racontaient d'histoires. Il y avait un endroit où il y a une pierre très rouge. Et il racontait que c'était parce qu'il y avait des enfants étaient morts, parce qu'ils avaient oublié de nourrir les animaux, et une pierre était furieuse. Elle les avait. Voilà, il y avait toute une part aussi de féerie presque dans ce qu'ils nous racontaient de la montagne. Ouais, c'est juste, mais je pense que ça vient du fait que dans les deux cas, ils connaissent très bien les lieux dont ils parlent. Ils n'en ont pas une connaissance savante, mais une connaissance vraiment physique et qui remonte même à loin, quoi, qui leur a été à eux-mêmes transmise par d'autres. J'ai l'impression de la façon dont tu décris, tu racontes les courses en montagne et tu vois le paysage changer, la lumière arriver sur les sapins, tout ça. Et ça, c'est peut-être aussi ce que devient Julien qui lui permet de parler comme ça de la montagne. Ouais. C'est en tout cas sa part d'affranchissement, la manière dont il va s'affranchir de cet héritage pour accueillir ensuite celui d'Alexandre qui va l'ouvrir à ce regard neuf et différent. Je voudrais qu'on termine sur cette idée de la transmission et dans quelle mesure ces personnages ont contribué à construire vos narrateurs. Alors, vous m'avez un peu devancé parce que vous avez raconté tout ce que je voulais que vous lisiez, mais on va lire de là à là, comme ça on a juste une petite... Non, parce que je passe cette injonction de ne pas s'arrêter. Je pense que John dit la même chose à Julien, non, de ne pas s'arrêter. Quand on marche en montagne, on ne peut pas s'arrêter pour des raisons différentes, mais on ne s'arrête pas. Cette injonction de ne pas s'arrêter, ses conseils, le regarder agir,
Construire, améliorer chaque geste, sportif ou non, ces règles sont restées ancrées en moi. Elles sont inscrites dans nos corps, marcher, plier, avancer. Elles sont comme les piquets rigides d'un spécial en ski qui à la fois vous oblige à remonter, à revenir, à tourner au risque de vous heurter, de vous faire mal, et vous maintient sur un chemin étroit, ne pas finasser, ne pas ramollir, glisser à travers les contraintes. Je ne suis pas une molle poupée, j'aime que ce soit dur, j'aime être un petit soldat. Non, il va lire plus tard. Enfin, je sais pas, Colombe, si vous décidez autrement. Je sais pas qui est un peu autoritaire. Hein. Dites-moi ce que je dois faire. Non, mais je trouve ça intéressant justement qu'il y a presque cette. Alors, en psychanalyse, on dirait que c'est un traumatisme inversé, c'est-à-dire que vous portez, vous transformez en qualité quelque chose que vous avez entre guillemets subi, puisque finalement ça vous a construit. Alors que si on regarde un petit peu, c'est quand même des méthodes. En tout cas, aujourd'hui, ça passe plus trop ces méthodes-là. Oui, alors je vais comme voilà, on va laisser la place au lecteur, comme tout à l'heure vous voulez laisser la place à l'auditeur. C'est que je me souviens d'une amie qui elle lui me disait c'était horrible, etc. Je dis non, c'était pas horrible, c'était génial. J'ai adoré cette enfance. On marchait dans la montagne, où c'était dur, on était punis. Je me souviens que la punition qu'on avait, c'était on devait être, il y en avait deux. C'était piqué dans le couloir, c'est-à-dire qu'on s'asseyait à genoux dans le couloir, mais bon, c'était l'occasion de ne pas être dans son lit déjà, donc c'est trop chouette. Ou on devait partir en pyjama avec nos chaussures, marcher dans la montagne tout seul à 12-13 ans, mais en petit groupe, quoi. Et c'était génial de pouvoir partir comme ça. Non, ça m'a construit, effectivement, c'est... et tous les enfants que j'ai interrogés, enfin tous ceux devenus adultes que j'ai interrogés sur ces vacances, tous m'ont dit heureusement qu'il y avait le home, quoi. Le home nous a construit. On avait tous des parents un peu ailleurs pour différentes raisons. On a plein de raisons d'être des parents un peu absents. Donc certains c'était la drogue, certains c'était le travail, certains c'était le passé difficile d'une famille. Il y avait beaucoup d'enfants de familles exilées. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait un côté un peu inclusif avant l'heure. Il y avait des enfants autistes, je me souviens. Il y avait des enfants qui venaient de Libye, de Syrie, de Palestine. Il y avait, oui, à côté Benetton, un peu comme ça. Et on était très heureux. Quoi. Des enfants parqués en tout cas, souvent par leurs parents, qui oui, parfois des parents étaient dans les stations d'à côté. Oui, certains. Alors c'est venu à la fin, mais effectivement, d'enfants de familles assez riches qui laissaient leurs enfants et que les enfants étaient abandonnés. Mais là, on y avait beaucoup d'amour. Il y avait aussi beaucoup d'amour. Moi, je me souviens que je voulais devenir danseuse quand j'étais petite. Voilà, j'étais très peu douée, mais c'est ce que je voulais faire comme métier. Je voulais devenir danseuse. Et à 12-13 ans, j'ai compris que jamais je serais une grande danseuse. J'étais sous-douée, j'étais trop raide, trop petite, etc. Et je me souviens que j'ai amené mon tutu et j'ai fait un spectacle. On faisait des spectacles tout le temps pour Anne-Marie. Donc c'était comme une salle un peu comme ça. C'était là, et je pense qu'elle était la seule spectatrice. Et elle me regardait en applaudissant avec des yeux émerveillés. Et ben, ce regard émerveillé, je l'ai toujours en moi. Ouais, donc c'était vraiment constructeur. C'était de l'amour. Oui, c'était beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour. Pierrick, c'est souvent les contrastes qui révèlent les couleurs, et c'est puisqu'on parle de cet héritage, Julien va d'abord être absorbé par ce qu'il veut, ou en tout cas absorber tout ce qu'il veut de ce grand-père, et puis Alexandre va arriver, et en fait c'est la friction de ces deux personnalités qui va construire Julien finalement. Oui, parce qu'il faut dire que la rencontre avec Alexandre va révéler ou rappeler à Julien une autre facette de son caractère qui était là depuis toujours et puis dont il avait conscience. C'est qu'il a beau avoir grandi au fin fond de la forêt avec son grand-père chasseur et un peu rustre, il s'est toujours senti un petit peu en décalage de ce qu'on attend d'un petit garçon, par exemple, à une dizaine d'années, parce qu'il le dit clairement, il dit qu'il était un gamin romantique, un gamin amoureux. Dès l'école primaire, dès le collège, ce qui l'intéressait, c'était pas la baston ou les voitures, c'était les filles, quoi, ou c'était le sentiment amoureux que certaines filles lui inspiraient, ce que ça créait chez lui. Alors, ça créait chez lui quelque chose de très
difficile à vivre pour lui parce qu'il était incapable de s'en ouvrir à personne, ni aux intéressés, ni à ses amis. Et quand il arrive au lycée, parce qu'on mûrit un peu quand on a 15-16 ans, eh bien, il s'est rapproché d'un groupe de filles, uniquement de filles, et avec elles il a pu déjà laisser place à cet aspect-là de son caractère. Et il passe 2 années assez idylliques, sans pour autant qu'il y ait d'enjeux amoureux ou très forts. En tout cas, il n'y a pas une histoire importante à ce moment-là. Mais au contact de ces filles, pour le coup, il leur parle beaucoup de son grand-père à ses filles. Il leur parle de ces forêts où il a grandi. Il est interne, il est au lycée en internat à 2 heures, on va dire, de route de l'endroit où il a grandi. Donc ces filles-là ne connaissent pas la montagne où Julien a grandi. Et il leur parle du lynx qui peuple les forêts du Haut-Jura, que lui a vu enfant, qui est l'animal emblématique du coin et qui est un animal assez mythologique, quoi. Et puis, mais pour autant, il les emmène pas là-bas. Il a même honte plutôt de l'image que le grand-père pourrait se faire de ces filles un peu délurées, un peu roqueuses, un peu de leur temps, quoi. Que du contraire, autant présenter son grand-père à ses copines, ça le dérangerait pas, mais l'inverse, c'est quelque chose qu'il a du mal à envisager. Jusqu'à ce qu'en terminale arrive un nouvel élève qui lui vient de passer 1 an en Afrique du Sud dans le cadre d'un échange, et donc au contact aussi lui des animaux. Des animaux d'Afrique, de la savane, et qui va se retrouver dans le lit à côté du sien, dans son box d'internat. Et ce type qui a 1 an de plus qu'eux, qui va... En fait, ils vont d'ailleurs, oui, c'est pour ça que je parlais, quoi, parce que c'est... Les animaux va être leur point d'accroche à tous les deux, quoi, tout le contraire, leur trait commun. Et ils vont commencer à nouer une petite amitié. Et Alexandre, dans un premier temps, l'amitié va pas durer très longtemps, et dans un premier temps va apparaître comme une sorte de rival, de concurrent pour Julien, qui lui-même a fait rentrer le loup dans la bergerie. On la présente un 2e homme qu'il trouve supérieur à lui en tout point, c'est-à-dire plus beau, plus à l'aise, plus brillant, plus intelligent, plus doux, plus sensible. Mais puisqu'il lui fait de l'ombre, eh ben à un moment, il va retourner du côté du caractère rustre de son grand-père, quoi. C'est un venin en fait qu'Alexandre va injecter dans sa vie. Enfin, la présence d'Alexandre va injecter un venin à diffusion très lente, et qui la seule manière en fait, l'antidote qu'il y trouvera, c'est vraiment de l'intégrer complètement à sa personnalité. Et en fait, leur amitié est courte, mais l'empreinte d'Alexandre dans la vie de Julien va être beaucoup plus longue. Exactement, parce que on peut dire, comme je l'ai dit, là, comme je l'ai présenté, que Julien éprouve à l'endroit d'Alexandre de la jalousie, tout simplement, qui est quand même un des sentiments humains les plus faciles à éprouver, les plus partagés. Et quelques années plus tard, Julien, dans sa vie, va se retrouver de nouveau dans une situation où la jalousie va être centrale, dans une histoire amoureuse qui tourne mal, et il va se retrouver non pas à éprouver, être celui qui éprouve réellement le plus, en tout cas, la jalousie, mais celui qui l'a subi. Il sera en couple avec une femme qui est terriblement jalouse, et il va avoir l'impression de se retrouver 5 ans en arrière, à la place d'Alexandre face à lui-même. Et c'est ça qui va l'aider à se sortir. C'est Alexandre qui va l'aider à se sortir de cette histoire. Voilà, c'est la pensée d'Alexandre, et
Et il va continuer ensuite, dans les années qui suivent sa rupture avec cette première histoire d'amour. Il va continuer à accompagné d'Alexandre, qui va devenir une sorte de guide moral, une sorte de mentor pour lui, et qui va prendre, lui, pour le coup, je parlais du lynx, mais lui, un aspect un peu mythologique, c'est-à-dire il devient plus un personnage de fiction qu'autre chose pour lui, puisque Alexandre, il ne le voit plus, il sait plus... Et il n'a pas été, comme vous disiez, si présent que ça dans sa vie, d'ailleurs. Alors, la métaphore est un peu facile, mais il y a vraiment l'idée d'une ligne de crête dans vos deux livres, avec un passage incessant. Kolmschneck, vous parlez du tunnel. Pour aller dans cette vallée, il faut prendre un train qui passe de nombreux tunnels, et d'un coup, on sort du tunnel, et cette vallée luxuriante. D'ailleurs, la première page n'est que adjectif superlatif. C'est le plus beau chalet, la plus belle vallée. C'est vraiment un paysage d'Heidi qui aura son contrepoint. Je suis comme vraiment dans le paysage, contrairement au personnage de Pierrick qui parle de pays. Je suis vraiment la petite fille qui arrive de la grande ville, qui est dans le paysage merveilleux. Oui. Oui, pardon. Non, c'est bien. Non, mais et qu'en fait, il y a deux mondes qui s'opposent. Donc le monde de la ville, le monde de Paris, le monde des parents et de la famille, et le monde de la famille choisie, enfin pas choisie, mais en tout cas reconstituée. Et en fait, il y a ce clair-obscur qui est très fort chez vous. Je l'étale à Pierrick, je vous laisserai réagir. Mais Pierrick, dans La Foudre, tout est construit sur une dualité permanente entre le Haut-Jura et l'île de la Réunion, entre deux femmes, entre deux hommes, donc qui seraient John et Alexandre. Et on dirait que ce narrateur, il est sur deux plaques comme ça, qui n'arrivent pas à se rejoindre, et qu'il y a qu'en fait la puissance des choix qu'il va devoir faire, c'est qu'à chaque fois, c'est des choix qui sont assez déterminants et qui représentent des mondes qui s'opposent. Il y a aussi l'hiver et l'été, l'alpage et la station où il travaille en hiver, ou quand il travaille justement en Suisse, la France et la Suisse, bien sûr. Qu'est-ce que ces oppositions respectivement vous permettent de travailler en écriture ? Alors, naturellement pour moi, la vérité et le mensonge. Je disais tout à l'heure, je pense écrire la vérité, et puis je relis mes livres, des récits comme Athanase Ducrot quelques années après, et je me rends compte que je mentais, que je m'inventais une histoire. Quand je suis partie dans ce roman suisse, j'avais le sentiment que d'un côté, à Paris, c'était... il y avait une sorte de mensonge dans mon enfance, c'est-à-dire que mes parents nous cachaient leur passé, leur enfance, leur famille. Je me souviens qu'enfant, je passais beaucoup de temps à lire l'annuaire. Je lisais tout et n'importe quoi. Donc, quand j'avais plus rien à lire, ma mère avait des gros bottins dans sa chambre, donc je lisais le bottin parce que je voyais rien. Voilà, il fallait que je lise. Et je passais beaucoup de temps à lire les bottins, à regarder des noms, des numéros de téléphone, des identités, des adresses. Aujourd'hui, je comprends bien, je cherchais des disparus. Enfin, il y avait dans ma vie à Paris, il me semble évidemment, on vivait dans une espèce de mensonge du passé. Alors que en Suisse, au contraire, il me semble que tout était vrai. C'était la partie la plus vraie de mon enfance. C'était celle où on marchait dans la montagne. C'est celle où on disait, quand tu prends du beurre, tu le prends pas directement dans le plat pour mettre sur ta tartine, mais tu mets d'abord, prends un couteau à beurre. Où j'étais élevée, où il y avait des règles, voilà, alors qu'à Paris, un cadre. Il y avait un cadre qui me paraissait, voilà, vrai et solide. Je ne vais pas revenir sur le cliché suisse, mais quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'était vrai et solide. Et on ne ment pas. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais un projet d'écrire un livre qui ne me causerait pas de problème, disons entre guillemets, et qui serait mon enfance en Suisse. Très vite, j'ai compris que je me trompais. Que dans cette famille, il y avait 2 enfants qui avaient mon âge, qui sont mes amis d'enfance. L'un avait fait de la prison pour différentes escroqueries, l'autre subissait une grave maladie mentale, et que donc il y avait un mensonge dans cette famille que j'aimais tant, quelque chose qui n'allait pas. Où était la vérité ou le mensonge ? Voilà, qu'est-ce qui... j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que je n'avais pas su, voir enfant.
Et pendant 2-3 ans, j'ai travaillé, j'ai enquêté, j'ai rencontré les uns et les autres, j'ai revu mes souvenirs d'enfants, j'ai regardé les photos, etc. Et en fait, c'est votre surprise, quelque part, qui fait tout le sens de ce livre. Parce que si vous aviez juste eu connaissance de cette histoire depuis toujours et que vous étiez dit, bon, c'est quand même une histoire, ce sont des destins bouleversés, c'est une histoire très romanesque, je vais en faire un livre. Mais en fait, le livre ne repose pas là-dessus. Le livre repose sur votre surprise, la manière dont vous chutez de cette image d'Épinal que vous étiez construite pour avoir un que je ne voulais pas voir. Oui. Il m'était arrivé de retourner dans la vallée et j'avais peur de retourner. Je voulais pas que ça soit abîmé. Je voulais que mes souvenirs d'enfance soient beaux, restent purs, restent blancs, verts. Mais ce qui m'a je ne sais pas si je réponds aux questions du départ, mais ce qui m'a donc voilà, de surprise en surprise, disons, comme quand on écrit un livre. Je pense que Pierrick dit la même chose, c'est-à-dire qu'on croit écrire quelque chose et puis on découvre son livre à fur et à mesure, ce qui va arriver au personnage. C'est de cet ordre-là. Je me suis rendu compte au bout de, disons, je me souviens plus combien de temps, de 2 ans. Que je me trompais une nouvelle fois, c'est que le principal menteur de cette histoire, c'était moi. Que je me mentais sur mon enfance, sur mon passé, sur ce qui m'était arrivé dans ma vie conjugale, que j'avais refusé de voir, évacuer la réalité parce qu'elle me paraissait trop douloureuse, trop cruelle. Et comme dit le philosophe français Clément Rosset dans Le réel et son double, il faut un cœur d'airain pour accepter la vérité. Mais je crois que quand on écrit, il faut aller là. Là, on n'a pas forcément très envie d'aller. Et voilà, donc je suis descendue de ma montagne. Je ne sais pas si je suis allée. Voilà. Pierrick, qu'est-ce que ce système d'opposition vous a permis de creuser ? C'est peut-être cette question de la vérité, encore une fois, mais parce que si tu avais écrit que selon tes souvenirs, tu aurais été dans le mensonge. Et là, en admettant en confrontant tes souvenirs et la réalité que tu découvres plus tard, t'es plus dans la réalité, dans la vérité et le mensonge. T'es approche d'une forme de vérité. En fait, c'est peut-être un peu après ça. Oui, mais c'est après ça qu'on court et que permet cette dualité, parce qu'il me semble que la vérité, on l'atteint toujours quand on est entre deux positions plutôt, quoi. La vérité, c'est pas une idée arrêtée, quoi. C'est toujours à ce moment-là qu'on est le plus dans le mensonge. Il me semble que la vérité, c'est une chose et son contraire, ou ça peut pas être autre chose que ça. Et du coup, ce principe d'osciller sans cesse entre deux positions a priori contradictoires permet peut-être d'approcher une forme de vérité, c'est quand on est dans une forme de trouble, à mon avis, qu'on effleure une idée de la vérité, plus que quand on est dans quelque chose de figé, de très simple. Et en même temps, ce qui est vertigineux, parce que, alors, au tout début de la rencontre, vous avez parlé de la manière dont on se projette dans les personnages et dans les récits, la manière dont vous étiez projetés l'un et l'autre dans vos livres, enfin dans les livres de l'autre. Et dans La Foudre, on ne cesse de se projeter dans les choix que va faire Julien. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont toujours deux mondes qui s'opposent, mais qui sont tout à fait valables. Alors que d'un côté, on a le mensonge et la réalité des choses. Chez vous, Pierrick, c'est quand même plus compliqué de trancher parce que, quelque part, chacun a raison à sa manière. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un monde qui, moralement, serait plus répréhensible que l'autre. Et c'est ce qui rend l'enjeu ou l'intrigue un peu plus intéressante pour le personnage, quoi, pour le lecteur, c'est qu'il n'y a pas de choix évident pour lui. Et c'est ce qui peut-être a rendu l'écriture parfois intéressante, c'est que, comme tu disais, je ne savais pas forcément quel choix j'allais faire, quelle direction j'allais prendre. Je n'étais pas sûr à 100%, et quand bien même je faisais un choix, je continuais à en douter. Comme on le fait dans la vie parfois, quand on a deux choix qui a priori ne se contredisent pas
pas radicalement, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse de creuser, en fait. C'est tout ce que ça crée sur nous, ces questions de culpabilité, de regret. On est, là encore, je rebondis avec l'histoire du narrateur. On est dans les pensées du personnage. Il raconte sa vie, on l'entend parler à l'occasion de dialogue, mais on est surtout dans sa tête. Et ça permet... du coup, je ne sais même plus pourquoi je disais ça, mais... Ça permet de se mettre dans sa tête aussi. Enfin, on est surtout dans sa tête. On a le sentiment qu'il est réel, dans qu'il sa existe, tête, c'est-à-dire il existe vraiment. en fait, il a une vie intérieure. C'est un mec assez solitaire, assez taiseux, et du fait de son travail de berger, il vaut mieux, quoi, qu'il soit capable d'avoir une vie intérieure un peu riche, ou en tout cas un peu. Et donc il pense beaucoup, et il doute beaucoup de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il fait, et il est jamais, peut-être jamais totalement là où il est. Il est peut-être pas totalement présent au monde comme on nous invite à l'être aujourd'hui quand on nous dit d'être dans l'instant présent. Mais il me semble que c'est ça, être humain, quoi. Il me semble que les animaux sont dans l'instant présent, que l'être humain, il passe son temps à soit à regretter, soit à repenser, à se souvenir, ou à espérer, ou à se projeter. Et il me semble que c'est pas grave, en fait, de pas être dans l'instant présent. J'en ai marre de ce truc-là, de cette injonction à être dans l'instant présent. Je sais pas comment on fait. Je sais même pas si les animaux y arrivent vraiment, si les trèfles ou les sapins y arrivent vraiment. Mais en tant qu'être humain, je pense qu'on en est encore plus loin, quoi. Et c'est pas grave, il vaut peut-être mieux assumer de ne pas en être capable. C'est vrai qu'il est très analytique, Julien, et en plus, il commente ce qu'il pense en permanence, donc on a l'impression qu'il nous prend à partie, on a envie de lui répondre, mais... Enfin... Le consoler, non, peut-être c'est pas une bonne... Non, l'appelle pas, la rappelle pas. Je voudrais, le temps file, mais je voudrais peut-être parler un petit peu du paysage et du pays aussi. Votre éditeur, Pierrick, présente votre livre comme s'inscrivant dans la veine du nature writing américain. Alors, vous avez fait du chemin depuis Polichinelle, votre premier roman, et j'ai l'impression qu'à chaque livre, le paysage et le pays prennent de plus en plus d'importance. Alors, Colombe, si vous êtes d'accord, on va faire lire Pierrick. C'est le bon moment ou... En termes de kilomètres, j'ai pas fait beaucoup de chemin. Hein. Je ne suis pas déplacé très loin entre Polichinelle et celui-là. C'est vrai. On a justement choisi un passage qui... Oui, les questions de chemin, justement. On s'ennuyait sur ces chemins, et on les quittait rapidement, leur préférant les sentiers dont les abords n'étaient pas fauchés et se noyant dans les herbes sauvages, les épilobes en épis que Diom nommait le laurier de Saint-Antoine, et dont les grappes de fleurs pourpres me dépassaient d'une bonne tête. Le bourdonnement des abeilles et le chant des sauterelles finissaient par couvrir sa voix. Il prenait de l'avance et je portais mon attention sur le vol d'un papillon ou me laissais distraire par le mouvement d'un lézard dans les feuilles mortes et les faines séchées, redoutant toujours la présence d'une vipère. Puis je l'entendais crier et j'accélérais le pas. Je le retrouvais, le doigt pointé en l'air, mais la biche, le chevreuil ou le chamois s'étaient fait la malle. Il baissait la tête, l'air froissé, désignait un pétasite blanc et ses énormes feuilles vertes. Un peu plus loin, une patoire chanvrine, et la fois d'après, il m'interrogeait. J'avais besoin de plusieurs sorties pour que les noms s'impriment, et quand je me trompais, il shootait dans un caillou en grognant, comme si mon ignorance le blessait. Lors de mes toutes premières balades avec Héloïse, j'ai mis en pratique ce petit savoir botanique, rien de tel que quelques noms insolites de fleurs de montagne pour impressionner une jeune prof d'anglais de la ville. C'était du moins ce que je me plaisais à croire. Elle n'a pas tenu très longtemps. Ne le prends pas mal, mais ça devient chiant. J'aimerais bien profiter des sons, des odeurs, du vent frais dans ma nuque. Jamais je ne me serais permis de dire un truc pareil à mon grand-père. C'est un peu ça que tu voulais que je lise. Bien appliqué. Oui, c'était un peu ça. Alors, peut-être que comment est-ce, quand je disais, j'aurais dû commencer plus tard. Excuse-moi. C'était après. À vous de découvrir le passage que Pierrick aurait voulu lire.
Peut-être on va parler du paysage et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire un zoom aussi. On va accélérer. Dans ce paysage, il y a aussi des maisons et les maisons qui abritent les histoires de ces personnages ont des places très importantes dans vos livres. Alors, il y en a plusieurs dans le vôtre, Pierrick, et Colombe. Il y a ce chalet que vous décrivez comme un endroit absolument paradisiaque, magnifique, et que vous allez retrouver dans un état de décrépitude. Ah non, il me semblait qu'il est un peu abandonné à lui-même. Ah, pardon, non, mais en tout cas, il n'a pas eu les soins qu'il aurait. Disons que quelqu'un y vit aujourd'hui et fait ce qu'il peut pour qu'il reste beau, mais il est vide, hein, je dirais. Voilà. C'est-à-dire que comme s'il y avait l'écho de nos jeux, c'était tellement lointain qu'il est pratiquement plus là, quoi. Il y a des photos, il y a encore le baby-foot, mais il est abandonné par les enfants, par Carl et Anne-Marie, donc moi je peux pas le voir décrépit. C'est pour ça que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi, il reflète un petit peu l'histoire de sa famille. C'est une maison de fantôme aujourd'hui. C'est un chalet de fantômes, mais qui attend de nouveau. On espère qu'un jour il retrouvera des habitants qui pourront l'habiter. Pierrick, j'ai dit, il y a la maison du grand-père qui est un vrai enjeu dans le livre. Il y a la maison, il y a le chalet d'alpage qui fait l'objet de pages assez savoureuses, notamment sur le rapport avec les promeneurs qui viennent embêter Julien dans sa retraite. Et puis, il y a une maison qui est la maison d'Alexandre, où il va y avoir une forme de basculement, je crois qu'on peut dire. Qu'est-ce que ces lieux, pour vous, amènent dans l'écriture ? Comment vous vous y accrochez ? C'est vrai que c'est des lieux importants pour les personnages. La maison dans laquelle il a grandi, la maison du grand-père, je crois qu'il dit, en ayant conscience un peu du ridicule, que le déménagement a été le traumatisme de son enfance, ou le premier peut-être le seul traumatisme, pour dire. Il commente, comme on l'a dit, il commente un peu tout. On est dans l'action et son commentaire en permanence, c'est vrai, dans le livre. Et il a conscience que c'est pas très grave comme perte, quoi, contrairement à ce que d'autres peuvent vivre dans l'enfance. Mais s'il ne cesse de revenir dans la vallée, et d'ailleurs concrètement il revient sans cesse dans la maison du grand-père dans laquelle il a grandi, et c'est aussi sans doute du fait de cette blessure d'enfance. Autour de 10 ans, ses parents ont décidé de quitter la vallée. On fait une centaine de kilomètres en restant dans le département. Et ensuite, je pense vraiment que dans ces étés qui passent en alpage, dans ce chalet, il retrouve quelque chose de l'atmosphère, c'était basique, de l'odeur, de la maison de son enfance. Et ces maisons, ces deux maisons pour moi se ressemblent. Elles ont et là où ce qui va se passer dans la maison d'Alexandre est totalement différent, puisqu'il va aller explorer cette maison qui est inhabitée depuis un peu plus d'un an, puisque ses propriétaires, Alexandre et Nadia, l'ont fui suite au meurtre qui ouvre d'ailleurs le roman, quoi. Je voulais parler de ça parce qu'il me semble aussi que les murs des maisons dans vos deux livres, c'est quand même des écrans de projection où vous projetez l'idée d'un bonheur familial qui, en fait, vous vous rendez compte n'a pas existé. Julien va projeter sur les murs de la maison d'Alexandre ce qu'il fantasme de sa vie de famille à lui. Et ça va me permettre de juste
vous faire conclure, je trouve que ce qui est très fort dans vos livres respectifs, c'est que ça remplit quand même une des forces des missions peut-être de la littérature, qui est de recomplexifier des sujets qu'on pourrait penser a priori un peu manichéens, et que vous retissez ensemble. Alors chez vous, Colombe, ce serait peut-être déjà des stéréotypes qu'on a sur la Suisse, avec ces destins vraiment qu'on collerait pas a priori sur des personnages suisses. Et chez vous, Pierrick, il y en aurait plusieurs, mais notamment tous les discours autour du rapport aux animaux, de la chasse, de la préservation, du contrôle, avec le lynx notamment. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est cet espace de recomplexification de réalité un peu simplifiée, un peu où on prend vite des raccourcis? Ce sera votre dernier mot. Alors, quand j'écris, je ne dis pas à l'avance, je vais complexifier les. Ouais, je n'ai pas une intention, j'ai une histoire à raconter. Et je reviens à l'expression de Pierrick qui est tellement juste sur les paysages et le pays. Je voulais retrouver la beauté de ces paysages. Et j'ai appris que sa beauté de paysage ne préserve de rien. Voilà. On aimerait que dans ces paysages soient si beaux, que la vie des habitants soit heureuse, apaisée, à l'image de cette beauté. Il en est. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'ai pas une intention de départ. Genre, je vais faire ça. C'est l'écriture en fait qui est. Oui, voilà, c'est l'écriture qui invente le livre. Enfin, en fait, je sais pas. Oui. C'est l'écriture qui invente le livre. Pierrick. Oui, la réalité est toujours plus complexe que l'idéologie et c'est vrai que en écrivant, on essaie de fuir les clichés, de fuir toute forme de lourdeur, de facilité. Et sur la question des animaux, chaque personnage a une position, mais ces positions dans le livre, peut-être que si on s'en tient au livre en lui-même, on peut ne pas savoir ce qu'il faut penser, parce que moi je dis pas. On peut même se demander, on m'a demandé, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la chasse ? Et la réponse, elle se trouve peut-être dans le livre, peut-être pas, mais c'est pas l'objet d'un livre que l'auteur donne son avis sur un sujet, par exemple, un sujet de société. On a des personnages, il y a des chasseurs, il y a un vétérinaire écolo qui est farouchement opposé à la chasse, il y a un berger éleveur qui a un rapport, qui a une forme d'éthique dans l'approche de son travail, qui travaille avec un vrai sens moral et dans le souci de respect des animaux et de la terre, mais qui est éleveur, donc qui exploite les animaux, qui voue chaque année une partie du cheptel, quoi. En tout cas la centaine d'agneaux qui naissent à l'abattoir, mais qui malgré ça dit qu'il essaie d'être le plus respectueux possible de ses bêtes parce qu'il les aime. Et voilà, et sur ces questions-là, sur des questions un peu qu'on appelle des questions de société, je veux absolument pas trancher, en tout cas pas à l'intérieur d'un roman, quoi. Je trouverais ça sans intérêt, décevant même. Voilà. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé des sujets de vos livres. On a peu parlé des intrigues, parce que c'est un petit peu le jeu d'avoir des auteurs réunis autour d'une même table. Donc, je peux juste vous dire que c'est des livres qu'on ne lâche pas. Vous allez signer vos livres. Vous, Colombe, ce sera dans la petite salle du grenier, tout de suite après la rencontre. Et vous, Pierrick, vous allez rejoindre la tente des dédicaces. Je crois que vous connaissez votre adresse. Oui. Côté lac, côté ville. Côté lac. Côté lac. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous les deux. C'est pas dans le... C'était Les Foudres du mensonge, quand le passé ressurgit, avec Pierrick Bailly et Colombe Schneck, enregistré le dimanche 3 septembre 2023 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.